Chers auditeurs, bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Néon et Opale et de la seconde saison de Pallium. Ce huitième épisode est la conclusion d'une trame suivie tout au long de la saison, et nous vous recommandons donc de revenir en arrière pour avoir tout le contexte nécessaire à sa bonne compréhension. Un épisode bonus sortira la semaine prochaine pour étendre certains éléments nécessaires à la bonne compréhension des événements décrits dans cette saison et permettra de faire un lien entre cette saison et sa suite. Néant et Opale est une histoire d'horreur comportant des sujets intenses et matures, et nous vous recommandons de stopper votre lecture si les mises en garde qui vont suivre touchent à des thèmes trop sensibles pour vous. Violence physique et psychologique, santé mentale, gore, violence policière et trafic humain font partie intégrante de cette campagne et sont mentionnés tout au long du récit. Ante Posavets a terminé sa dernière nuit de tranquillité sur une note sinistre. Après un moment de malaise avec Franck, son ex-petit ami, et la découverte d'un hôtel morbide dans une impasse non loin de son club de boxe, Ante rentre chez lui et vit un cauchemar d'une rare intensité où sa sœur Yelena lui apparaît et l'avertit de façon cryptique. Nous retrouvons Ante le lendemain matin alors qu'il s'apprête à recevoir des instructions concernant sa nouvelle affectation. Pour l'inspecteur Posavets, la descente vers l'inexplicable ne fait que s'amorcer. Donc c'est un peu comme dans une espèce de brouillard que tu te rends au bastion sous un ciel grisâtre, toujours dans ce froid qui te prend jusqu'aux os. Et après avoir passé la sécurité, d'être garé dans le parking souterrain, tu te retrouves en fait dans un bâtiment qui est un petit peu à l'écart du bâtiment principal, là où tu as l'habitude de travailler généralement. Un bâtiment où les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Après un dédale de coursives, dont une qui relie deux bâtiments, y a personne. Quand tu te demandes si t'es bien au bon endroit à un moment, et t'es dans un couloir assez étriqué, assis sur une chaise. Il fait assez sombre, t'as pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur ou quoi que ce soit. T'as une moquette bleutée qui couvre complètement le sol. T'as vraiment l'impression d'être au bout d'un bâtiment dans lequel personne ne va. T'as traversé des zones où il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler. Tu te demandes presque où t'es. Et t'es assis là, tu sais que c'est là que tu dois attendre. T'es un petit peu perdu, l'heure tourne, il est presque 8h30, l'heure de ton rendez-vous. J'aimerais savoir comment tu te sens, ce matin? Stressé forcément, beaucoup d'appréhension parce que c'est attendu depuis longtemps cette réunion ce matin. Comme prévu, la nuit était infernale et c'est pour ça que je voulais la passer, de toute façon tout seul. Comme j'allais dire comme prévu, mais non, c'était du coup pire que d'habitude. C'était pire que prévu et bon, ça y est, enfin, au pied du mur. De toute façon, c'est un moment, ouais, voilà, attendu depuis très longtemps, donc il faut que ça arrive et j'ai hâte que ça commence et de découvrir, d'apprendre des choses, en tout cas. C'est plus un stress de ce qui va arriver que de ce qui s'est passé la nuit dernière, même si du coup, c'était le pire cauchemar, que j'ai expérimenté, j'allais dire dernièrement, mais de toute façon, ever. Sans trop ressasser le truc parce que j'essaye de plus, focus sur ce qui peut arriver et de toute façon, c'est pas possible de le cérébraliser ce qui s'est passé, la veille bah, c'était relativement atroce et puis ça on fait avec, hein. J'espère que en fait, c'était, vraiment le stress de la réunion de ce matin qui a exacerbé le truc et qui a fait que c'était particulièrement invivable et que du coup, une fois cette réunion passée, tant pis, ce sera derrière et puis on passera à autre chose et que ça deviendra pas un truc récurrent, quoi. Le son de l'ouverture d'une porte, au bout du couloir se sort de ta rêverie. T'as un homme qui se tient dans le cadran de cette porte en la tenant, il vient de l'ouvrir. Un homme, habillé d'un complet sombre, plutôt irremarquable en fait, c'est le genre de personne que tu te retournerais pas en le regardant dans la rue. Une paire de lunettes avec des verres qui lui prennent, la moitié du visage. Il te regarde et il te fait signe de le suivre. Sans réfléchir, du coup, je me lève, j'y vais. Donc tu rentres donc dans un bureau qui est pas du tout comme ce à quoi tu t'attendais pour une réunion de ce type-là. C'est un bureau plutôt étroit, plutôt anonyme, genre de bureau tu t'attendrais à voir quelqu'un d'un tout petit poste ou quelque chose comme ça. Des murs gris sont éclairés par une lumière filtrée par des persiennes qui dissimulent une baie vitrée qui est tout au fond. Il y a des piles de dossiers de documents qui agrémentent cet espace, t'as l'impression qu'ils sont poussiéreux, que personne n'est rentré là depuis un moment. Et devant toi, une table très simple. Derrière cette table, tu reconnais instantanément la personne qui est assise, parce que tu l'as déjà vue de loin en photo et à des événements officiels. Il s'agit de Christian Lemoine. Et Christian Lemoine qui est le directeur du Bastion et donc le chef de la direction régionale de la police judiciaire. Et tu peux pas faire plus haut dans le Bastion.
C'est un homme qui doit avoir une cinquantaine d'années, il a une carrure plutôt impressionnante et il est plutôt bien bâti pour son âge, même s'il a l'air d'être un peu empâté, mais clairement il y a du muscle sous un tas de gras. Et même pour cet âge-là, ses cheveux ils sont d'un noir de jet plaqué en arrière, il a deux yeux bleus super perçants qui te regardent fixement pendant que t'es en train d'entrer. Et du coup, je m'attendais pas à voir quelqu'un que je connaissais, je m'attendais à un truc d'un peu plus confidentiel, justement. À la fois, j'ai un petit mouvement de crispation de me dire que, ok, quand même, du coup, j'ai jamais eu l'occasion de lui adresser tellement la parole et je vois pas pourquoi lui en personne, il est ici dans ce tout petit bureau tout sombre. Et à la fois, bah, du coup, ça y est, ça devient réel et ça se déclenche. Et donc, à la fois, je me crispe une demi-seconde et puis, en fait, ça va, c'est parti, quoi. Il faut se relâcher et ça commence maintenant. Du coup, oui, t'es fait face concrètement à un type que t'es même jamais censé croiser de ta carrière quand t'es au Bastion. C'est une personne qui coordonne toutes les brigades entre elles, qui tutoie le préfet et qui parle à des ministres couramment. C'est vraiment pas n'importe qui. Et cet homme-là, il est assis derrière cette table, il est en train de te regarder avec beaucoup d'insistance. Ça dure quelques secondes où il te regarde de haut en bas, puis il te désigne une chaise devant lui. Bonjour, agent Posavets. Je vous remercie de vous être déplacé. Tu t'avances, j'imagine, dans le bureau, et pendant que tu t'avances, Silencieusement. derrière toi, t'entends l'homme qui t'a ouvert fermer la porte, te dépasser, s'asseoir juste à côté de le moine, ouvrir un ordinateur portable qui était posé sur un coin de cette table, et commencer à pianoter dessus. Ce qui fait que dans le silence un peu pesant qui est en train de s'installer, il n'y a pas un son, à part ce son de pianotement. Et du coup, vous faites face avec Christian Lemoine qui continue à te regarder en silence. Posavets, vos états de service parlent pour vous. Je me suis permis de lire votre dossier avant votre arrivée et il est irréprochable. Merci, monsieur. Vous êtes d'origine croate d'après vos états de service. Oui, né en Croatie, mais j'ai grandi en France. Vous avez donc de bonnes connaissances sur l'Europe de l'Est. Oui. Et j'y suis retourné plusieurs fois durant mon enfance. En Croatie, notamment. C'est ce que je lis ici, effectivement. Je vais pas te passer par quatre chemins et je vais me contenter de vous poser quelques questions. Répondez-moi aussi sincèrement que possible. Je vous demandais pour quelles raisons vous avez voulu vous former à l'infiltration et pour quelles raisons vous avez demandé ce poste exactement. Ma sœur, Yelena Posavets, a travaillé du coup ici avec les Budvazi. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec elle et ça fait maintenant quelques années que nous n'avons plus aucun contact. Vous savez peut-être cependant qu'elle est portée disparue depuis maintenant plusieurs mois. Je dois vous avouer que c'est ce qui a un petit peu déclenché ma candidature, on va dire. La question plus importante, c'est de savoir quelles sont vos suppositions sur la disparition de votre sœur. Et je crois comprendre que si ma sœur a disparu du jour au lendemain sans laisser aucun message, c'est qu'il doit se passer des choses peu avouables dans les murs des Budvazi. Bien, nous allons vous mettre un petit peu au fait des choses. L'opération Panther est une opération de démantèlement d'un réseau criminel dirigé par une mafia ukrainienne qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Au cours de cette opération, nous avons pu découvrir l'existence d'un dénommé Sergei Dinarov. Sergei Dinarov était connu pour ses contacts qui lui permettaient de faire venir un grand nombre d'enfants destinés à des tournages de films pédocriminels des pays de l'Est. Lors de l'opération Panther, ces studios, tristement connus sous le nom de Studio Dinarov, avaient été démantelés. Et il a depuis disparu de la nature complètement. Nous avions quelques rumeurs sur son implication éventuelle dans des trafics de ci, de là, peut-être sa collusion avec les Budvaji qui ont récupéré la part du gâteau des Sevenchenko, cette famille ukrainienne dont je vous parlais. Mais nous ne savions pas ce qu'il était devenu. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé en début de semaine dernière. Et là, il sort un dossier qu'il ouvre devant toi. Et il en sort plusieurs photos qu'il te tend. Sur ces photos, tu vois un homme qui semble être suspendu par des câbles à un plafond. Sur la photo, tu vois une espèce de bureau miteux. Tu n'arrives pas vraiment à déceler plus de détails que cela. Ce qui te frappe par contre, c'est que l'homme en question est tailladé de partout, couvert de sang.
Ses paupières et ses lèvres ont été tranchées. Ce qui fait que, en fait, il a vraiment l'aspect d'un cadavre souriant tout le temps. Tu vois que le moine te regarde attentivement, tend la main vers les photos et il te dit voici Sergei Dinarov. Nous l'avons retrouvé suite à un appel anonyme dans cet état, dans le bureau d'une casse automobile située à la périphérie de Paris. Dans les alentours, nous avons trouvé plusieurs criminels, pour la plupart connus de nos services, travaillant pour les Boudvagy, tous exécutés froidement. Nous ignorons complètement ce qui a pu arriver exactement. Nous pensons cependant que ce crime, ce meurtre, est le dernier d'une série. Là-dessus, il sort un autre dossier, puis un autre, et il commence à sortir d'autres photos. Tu vois donc, il y a 2 autres personnes qui sont à peu près dans le même état, c'est-à-dire suspendues au plafond par des crochets. À la différence donc de la première victime, ceux-là sont taillés de partout, mais tu vois pas une trace de sang. Sur les photos de ces victimes-ci, il y a des bocaux dans lesquels sont posés leurs organes. Et il y a un truc qui te frappe. Pareil, tu as d'autres photos de ces victimes-là, et tu vois que sous leur langue est déposé du fil de fer qui est entortillé pour ressembler à un crochet. Ok. Tu vois que le moine te regarde toujours attentivement. Il te laisse ton temps pour regarder les photos. Je sais pas si tu t'attardes sur quelque chose ou pas en particulier, si tu prends le temps de regarder. Bah, j'essaye de voir si le cher Dinarov a la bouche ouverte sur les photos ou pas. J'essaye de voir s'il y a une trace. Les autres corps, du coup, ils ont été nettoyés. C'est-à-dire qu'ils ont été tailladés et tout le sang a été nettoyé après. Il y a aucune trace de sang et tu vois qu'en fait, à la différence de Dinarov, ils sont ouverts, comme si on avait sorti leurs organes, et donc leurs organes sont dans des bocaux. Et en fait, c'est la différence entre ces 3 victimes, c'est ça. C'est que tu vois qu'il y en a un qui est complètement couvert de sang. Et qui est pas ouvert, lui. Et il a l'air de pas trop manquer des morceaux, à part ses paupières et... Ses lèvres, ouais, effectivement. Et t'as pas de photo de sous sa langue de crochet ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des questions à Jean Posavette? Est-ce que vous savez pourquoi il est pas dans le même état que les 2 premiers? Notre théorie, au vu de ce que nous avons relevé sur les corps à l'extérieur, c'est que la personne qui était en train de tuer Dinarov a été interrompue par quelqu'un d'autre. Vous auriez une idée de qui aurait attaqué Dinarov? C'est là que vous rentrez en scène, agent Posavette. Nous avons décidé, suite à ce meurtre qui, 1, correspond à une série, 2, parce que se mêle plus le trouble dans les rues qu'il n'y en a déjà, de créer une unité spéciale. Cette unité aura plusieurs buts. Le premier sera de trouver le responsable de ces meurtres, de comprendre ses motivations, de comprendre quelle était la place de Dinarov parmi les Boudvagy, et d'essayer d'anticiper et de contrer les mouvements des Boudvagy. Nous comptons faire d'une pierre 2 coups. D'un côté, trouver les responsables de ces meurtres, ou le responsable de ces meurtres, peut-être trouver la trace de Ushku, et contrer les Boudvagy une bonne fois pour toutes. Nous pensons que votre connaissance du russe, si je ne m'abuse, vos connaissances des coutumes d'Europe de l'Est, vos états de service, votre volonté à devenir un agent infiltré, ainsi que votre volonté à retrouver votre sœur, font de vous un candidat idéal pour tenter une approche et infiltrer les Boudvagy. Très bien, monsieur. Nous avons déjà préparé un petit peu le terrain. Nous avons un contact qui, dès ce soir, peut éventuellement vous faire rencontrer quelqu'un qui pourrait vous initier parmi les Boudvagy. Dans un premier temps, il est fort possible que vous n'ayez pas leur confiance tout de suite. Aussi, vous aurez la possibilité, plus ou moins régulièrement, de rencontrer vos collègues de cette unité spéciale dont je vous parlais et de travailler avec eux. Vous connaissez les risques, il est fort possible qu'au fur et à mesure que vous preniez des responsabilités au sein des Boudvagy et que vous y preniez de l'importance, vous soyez de plus en plus amenés à travailler de leur côté et pas du nôtre. Vous aurez plusieurs impératifs. Dans un premier temps, vous aurez un rapport hebdomadaire à fournir à un des agents de l'unité spéciale en question. Vous serez aussi soumis à une évaluation psychiatrique d'un médecin avec lequel nous avons l'habitude de travailler, le docteur Julien Tessier, que vous rencontrerez toutes les 2 semaines. Vous aurez quelques directives au début de votre mission, puis lorsque vous serez suffisamment en couverture, vous serez seul. Vous devriez déjà avoir reçu à votre appartement, au moment où je vous parle, un colis qui contiendra plusieurs portables qui contiennent des traceurs et des micros, un dossier résumant l'enquête et les éléments que nous avons jusqu'à présent,
le nom et la photo de votre contact, ainsi qu'un ordinateur crypté qui vous permettra de conserver toutes les informations dont vous avez besoin. Yelena est un élément brillant. J'ai eu l'occasion de lui parler personnellement. Nous avions choisi volontairement de lui laisser un maximum de latitude afin de rendre son immersion parfaite. Nous ne ferons plus cette erreur. J'ai envie de lui demander du coup de lui parler de Yelena. J'ai la lèvre qui tremble, mais du coup je ne le fais pas. Il te regarde très fixement pendant que il voit ton mouvement, il voit que t'hésites. Si vous avez des questions à me poser... Bien, excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous avez des nouvelles de Yelena? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Où elle est? Comment elle va? Ante, les dernières nouvelles que nous avons eues de Yelena remontent à 6 mois environ. Nous viennent de son officier de liaison qui, entre-temps, a décidé de prendre une retraite anticipée. Nous savons juste, d'après ce qu'elle nous indiquait, qu'elle était suffisamment en immersion pour être très très proche des têtes de la famille Boudvagi. Nous n'en savons pas vraiment plus. J'aimerais pouvoir vous aider et vous tranquilliser, mais je suis dans l'incapacité et je préfère vous préparer à l'éventualité que le pire aurait pu survenir. Très bien, merci monsieur. Ne me remerciez pas. Contentez-vous de faire votre travail. Je hoche la tête. Quand vous n'êtes pas en opération avec les membres de l'unité, votre nom est Ante Urosevic. Vous êtes un petit criminel qui fait partie d'un gang qui a aujourd'hui disparu, spécialisé dans l'extorsion et le vol. Votre contact s'appelle Andrei Kabashi. Vous aurez tous les détails sur lui dans le dossier qui vous a été envoyé chez vous, mais sachez que c'est un contact qui travaille avec nous depuis une dizaine d'années. C'est un contact de confiance. Je sais que je vous en demande beaucoup, Ante, et je sais que c'est une mission qui ne sera pas facile pour vous. Mais nous ferons notre possible pour ne pas vous laisser seul. Ne vous inquiétez pas monsieur, je m'y suis préparé. J'ai cru comprendre, et d'après vos états de service, c'est plutôt les autres qui devraient avoir peur de vous. Je l'espère monsieur. J'aime bien cet esprit. Avez-vous des questions? Pas de questions, j'attends de voir le dossier. Ante, tout ce qui a été dit dans cette pièce, tout ce qui a trait à cette opération, personne ne doit rien savoir. Évidemment. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez vous déplacer dans une partie de ce bâtiment, mais vous n'aurez plus accès au reste du bastion. Vos dossiers publics seront dissimulés aux yeux d'une grande partie de vos anciens collègues. Il faudra faire preuve de la plus grande discrétion. Attendez-vous à ce que dans les prochains mois, vous vous sentiez très seul, et soyez prêts à tout. Vous pouvez disposer. Merci pour votre temps monsieur et bonne journée. Bonne journée à vous. Et il te fait signe de prendre la porte. Que je prends immédiatement. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, maintenant, tout de suite? Disons que ça secoue un petit peu. Ça ressemble à une grosse prise de responsabilité où du coup on m'a attrapé, on m'a monté un peu de 1 mètre du sol. Et du coup, de toute façon, et comme je le dis depuis un petit moment, c'est pour ça que je m'y prépare. Et ok, c'est bon, ça devient réel. Apparemment, il y a un dossier qui m'attend chez moi avec toutes les infos. Le réflexe, c'est d'y tracer tout droit et puis c'est parti, ça commence. Pas 1 minute à perdre. J'ai envie de parcourir tout le dossier immédiatement. Tu as un dossier qui s'appelle Opération Escaton. L'opération Escaton, c'est le nom de l'opération sur laquelle tu travailles avec donc cette unité spéciale. Et dans ce dossier, t'as surtout une explication de ce qui s'est passé, qui sont ces victimes. Pour les 3 victimes là. Pour les 3 victimes, exactement. Donc je peux te faire un petit résumé rapide, un survolé de tout ça si tu veux. Ouais, volontiers. La première victime, donc qui est décédée l'année précédente, c'est un homme de 33 ans qui s'appelle Issam Nouri. Issam Nouri, c'est un jeune homme d'origine algérienne, orphelin. Il n'y a pas vraiment de trace du début de sa vie jusqu'à ses 10 ans où on arrive à le retrouver et à voir qu'il a été traîné de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Apparemment, aux alentours de ses 13 ans, il a commencé à tremper dans des affaires louches et de plus en plus dangereuses, vol à la tire, trafic de drogue, vol à main armée. Un cas malheureusement typique d'une personne qui s'est retrouvée à la marge du système et qui a été obligée de survivre comme elle pouvait en plongeant dans le crime. Tu as donc toutes les photos que tu as déjà vues, etc., etc. La victime a été retrouvée dans son appartement, qui est dans un immeuble en banlieue parisienne. C'est l'odeur de décomposition qui a alerté les voisins. Pas de traces d'effraction. Il y a les traces d'une lutte rapide. Du coup, cette personne attachée au plafond. Système de câbles en carbone relié à des crochets plantés dans son dos.
ses bras, ses jambes. Clairement, il y a des traces d'hématomes un peu partout qui prouvent qu'il a essayé de lutter, mais il s'est fait clairement défoncer avec un instrument contondant, et c'est probablement une matraque en acier. Les paupières et les lèvres, elles ont été tranchées à l'aide d'un instrument chirurgical, certainement un scalpel. Il y a des lacérations sur tout le corps de la victime, et il y a des forceps qui ont été insérés dans sa cage thoracique pour retirer ses organes qui du coup sont dans des bocaux. Et il n'y a aucune trace de sang, ni dans le corps, ni autour de la victime. On a retrouvé une trace de Vejima. Il s'avère que la Vejima, en fait, ça permet aussi de démultiplier les sensations sensorielles quand c'est à une certaine dose. Ce qui fait qu'on lui a certainement injecté cette drogue pour amplifier ses sensations physiques et déculper sa souffrance pendant qu'il était torturé. Parce que bien sûr, il n'est mort qu'à partir du moment où on a retiré ses organes de son corps. Il a eu le temps de sentir le truc passer. La deuxième victime est un avocat de 57 ans qu'on a retrouvé il y a 6 mois, qui a travaillé sur plusieurs affaires et qui a notamment travaillé sur l'opération Panthère en tant que consultant quand elle a éclaté. On l'a retrouvé le lendemain de sa mort, c'est sa femme de ménage qui l'a retrouvé, et c'est même chose. Et toujours sous la langue, un crochet en fer. Mais tous, ils ont toujours leur langue. Elle n'a pas été sectionnée. Ouais. Ok. Et du coup, Dinarov. Et du coup, Dinarov, qui, pour le coup, a un CV long comme le bras, puisqu'il a commencé à opérer en URSS dans les années 70-80, jusqu'à se retrouver en France dans les années 90. C'est le même type de câble, c'est les mêmes types de lacérations, ses paupières, machin, tout pareil. Mais le sang est partout. Ses organes n'ont pas été retirés. Et il est certainement mort des suites du choc de l'hémorragie, des nombreuses lacérations qu'il avait sur le corps. Il y avait donc des gardes en dehors de l'endroit où il était retranché qui donc ont été exécutés très brutalement. Plusieurs calibres d'armes différentes qui se recroisent. D'après les traces, ce serait potentiellement une seule personne, mais difficile à dire. Et ces gens-là, donc, qui ont été retrouvés dehors, sont des membres connus des bouts de vagin, en fait. Mais eux, ils étaient là pour défendre, du coup, Dinarov. Probablement. C'est vraiment parti en couille sur Dinarov, parce que sur les autres, il n'y a aucune trace d'effraction. Et là, je suppose que de toute façon, il y a une enquête qui est en cours sur Dinarov. Ils n'ont pas tout bouclé. Et au bout d'une semaine, ils ne se sont pas dit qu'ils arrêtaient et qu'ils ne trouvaient pas plus. Il y a peut-être des traces de ce qui a pu les interrompre, les trucs comme ça. Mais ça, je me dis que de toute façon, j'aurai le temps plus tard de revenir là-dessus. Et que la priorité du jour, de toute façon, c'est de digérer un peu toutes ces infos-là, qui sont du coup toutes nouvelles. Parce que autant il y a des termes et il y a des noms qui passaient dans les rumeurs au Bastion, autant là, ok, c'est du concret. Mais l'objectif, c'est quand même du coup de rencontrer mon contact, Andrei. Dans le bordel de documents que tu sors au fond de ce colis, il y a donc effectivement plusieurs téléphones portables qui contiennent donc des trackers. L'autre truc aussi, c'est que donc tu as une photo sur laquelle est écrit le nom de Andrei Kabashi. Donc du coup, tu as la photo d'un homme d'une quarantaine d'années, un visage rond, grosse barbe brune, crâne chauve, petite lunette ronde sur le nez. Tu vois qu'il y a un petit récapitulatif de son dossier, donc effectivement il a travaillé pour plusieurs groupes criminels au fil du temps. Tu vois que notamment il a travaillé pour les Sevenchenko et c'est à partir de là qu'il est devenu informateur pour la police. Tu vois une heure et une adresse dessus, avec l'adresse d'un bar, tu sais pas où il se trouve exactement, mais t'imagines que c'est pas en plein centre de Paris. Non mais c'est bien, de toute façon je comptais passer ce qui restait de la matinée et l'après-midi à bouffer un maximum d'infos et essayer de le retrouver le soir. Je savais pas si je devais moi l'appeler ou s'il m'attendrait quelque part, donc ok. J'ai pas de contact du coup téléphonique, j'ai juste une adresse, je pourrais pas le joindre de moi-même avant de l'avoir rencontré. Sans doute par sécurité d'ailleurs. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Ante pense de cette enquête et de ce qu'elle implique. Justement, le fait que je sais que Yelena travaillait sur ce genre d'affaires et qu'il n'y a aucune nouvelle depuis 6 mois et que c'est 6 mois après qu'il se réveille, il commence à se passer des trucs. Je me dis que 6 mois du coup de silence pendant lesquels Ante posait des questions et auxquelles il n'avait aucune réponse, c'est suffisamment long pour que ce soit forcé d'être obscur. Pareil, le bâtiment qui était un peu excentré, le Big Boss qui est dans une vieille salle toute pourrie, tout en mode anonyme, ils font pas en parler. La question va se poser, est-ce que les gens de l'équipe vont tous être dignes de confiance et recommandables, ou est-ce que ça va être une poignée de salopards ? On verra. Là, le premier contact, c'était juste en tête-à-tête avec du coup ce mec que je reverrai peut-être pas, d'ailleurs, le moine.
Mais par contre, comment ça va se passer pour l'équipe? Quel genre de personnes il va y avoir dedans? Et est-ce que c'est vraiment une unité qui se doit d'être soudée, ou est-ce que c'est vraiment des chevaliers solitaires qui vont tous être de gros salopards, quoi? Vu comme c'est anonyme, vu comme c'est un petit peu encadré, ce sera hors clou de toute façon. Et que dans les opérations un peu hors clou, en général, c'est là que il y a des personnalités freestyle, on va dire. Pour l'instant, je peux pas avoir plus d'infos que... Enfin, nulle part, de toute façon, j'aurai des infos. Aussi, à la limite, sur les documents, j'essaye de voir s'ils sont adressés à quelqu'un, s'il y a les noms des gens à qui ils sont diffusés en première page, ce genre de trucs. J'essaye de voir un petit peu les infos que j'ai, qui d'autre peut les avoir. À mon avis, pas grand monde, parce que moi-même, en étant très concerné, en posant des questions, on m'a toujours envoyé balader. Donc j'imagine que, ok, j'ai passé l'étape qui me permet d'avoir ces infos-là, mais à quel point, qui d'autre a ces infos-là? En vrai, j'ai jamais rencontré personne qui vraiment savait ce qui se passait chez les Boudvagie. En regardant les noms des personnes à qui ça a été envoyé, donc tu vois déjà que tous les chefs des brigades les plus importantes du Bastion ont signé le dossier de l'opération Escaton. Tu captes que effectivement chaque copie du document a été personnalisée pour chaque agent qui participe à cette opération. Mais tu vois que dans l'opération Escaton, en fait, il y a donc 3 autres personnes. Donc tu ne connais pas, c'est Mallory Baron. Oui. Un autre nom que tu ne connais pas, c'est Martial Lemaître, dont tu n'as jamais entendu parler. Jamais. Et par contre, le dernier nom, il te dit un truc. C'est Léon Castelli. Oui. La première chose, c'est qu'effectivement, il te dit un truc parce que quand tu feuillettes les documents sur l'opération Panthère, tu vois que son nom est dedans en long, en large et en travers, qu'il y a participé de très près. Il est assez connu en fait des services, notamment pour sa participation à l'opération Panthère. C'est un vieux de la vieille qui est dans la brigade criminelle depuis longtemps. Il est connu pour pas être un tendre du tout et avoir la réputation d'un sale caractère. Mais genre un sale con qui fait le boulot, ou... Bah, difficile à dire en réalité, c'est-à-dire que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que apparemment c'est un excellent enquêteur parce que le type a quand même participé au démantèlement d'un réseau criminel super influent et il a participé au dernier raid sur cette organisation-là, donc il sait de quoi il parle. Et en même temps, apparemment, ça peut vraiment être un sale con parfois. Et d'ailleurs, t'as reçu un texto dans la matinée de Franck qui te dit salut, désolé pour hier soir, j'étais vraiment très bourré, j'espère que je t'ai pas mis mal à l'aise, bon courage pour ce matin. Je vois le message, mais du coup j'ai reçu ça quand... Ou alors j'étais en voiture pour rentrer chez moi, ou alors j'étais déjà dans les dossiers. Mais de toute façon, je suis tellement aspiré d'en bouffer de l'info, être prêt pour l'entrevue avec le contact du soir, que je prends pas le temps de lui répondre. Est-ce qu'on part du principe que du coup tu te concentres vraiment sur ta préparation et que tu fais rien d'autre de ta journée, ou est-ce que tu as des idées de quelque chose que tu aimerais faire ? Non, pour l'instant, rien d'autre. L'objectif, c'est d'être vraiment prêt. Et enfin, faut pas tout faire foirer avant d'avoir eu au moins le contact. Donc, je vais essayer de pas être ridicule, d'être au point. Et d'aller voir le contact potentiellement avec un petit quart d'heure d'avance. Et si profiter de ce quart d'heure d'avance pour répondre justement à Franck un message bateau du genre mais ouais, t'inquiète pas mec, tout va bien. Passez une bonne journée. J'ai eu la réunion ce matin, c'était cool. Voilà, bisous. On va donc ellipser au moment où tu es en train d'écrire ce message, alors que tu viens de te garer dans une ruelle obscure en banlieue parisienne, un petit peu excentrée. Ça me convient, c'est le lieu du rendez-vous, hein, j'ai pas le choix. Hein. La nuit est déjà bien tombée, on est aux alentours des 21h, 21h30, et tu arrives à te garer en face du très sobrement appelé Bar des Sports, qui est un tripot minable qui est situé pas loin d'une sortie d'autoroute, très loin du centre de Paris. Quand tu te gares, la rue elle est quasiment plongée dans le noir. T'es éclairé par un lampadaire grésillant qui éclaire donc la façade en petit en verre teinté. Et au-dessus, il y a juste un écriteau rouillé sur lequel s'étale le nom du bar en question. T'es là, c'est dans ta voiture, tu termines de taper ton message. J'imagine que tu te diriges vers l'entrée du bar. Et du coup, t'es tout de suite agressé
par l'odeur de la fumée de cigarette qui est très très forte. Tu pousses la porte. Donc visiblement, les habitués ici s'embarrassent pas, ils fument à l'intérieur. Il y a aucune réaction à ton arrivée. Quand tu rentres, tu marches sur un lino crasseux et poisseux qui colle sous tes pieds. Au comptoir, il y a une barmaid, une femme de 50 ans avec des cheveux courts teints en rouge qui discute en russe de façon super véhémente avec un client du bar. Ça parle beaucoup russe, albanais, t'entends un peu de serbe, t'entends un peu de dialecte ukrainien, t'entends plein de langues différentes, mais que des langues de l'Est. Du coup, j'arrive avec un petit peu d'avance, mais je suppose que mon contact n'est pas encore là. Je vais m'approcher du bar s'il y a un tabouret de libre et je vais commander un whisky en russe. T'arrives au comptoir, t'as la tenancière qui voit que t'es là, elle s'approche de toi, donc une petite dame, quand je te décris d'une cinquantaine d'années, cheveux teints en rouge, qui te fait un petit signe de tête comme ça. Du coup, je lui ai dit en russe, bonjour madame, un whisky s'il vous plaît. Ah, mais c'est qu'il est poli celui-là en plus. Elle fait l'effort de prendre un verre et de le nettoyer avec le chiffon qui est là autour du bras. Et c'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Bah ouais, c'est la première fois, ouais. Je viens d'arriver dans le secteur T'attends quelqu'un ou t'es tout seul? et je suis censé rencontrer un mec, mais du coup, je vais l'attendre, je vais boire un coup et puis je vais attendre qu'il arrive, ouais. Ah, dommage, t'aurais bien tenu compagnie, moi. Normalement, demain, j'attends personne. C'est bon à savoir, on en reparle tout à l'heure. Je finis mon service à 2h, tu peux rester jusque-là. Ok, c'est noté. Elle te fait un clin d'œil très appuyé en rigolant à gorge déployée, puis elle se dirige vers le fond du comptoir, te laissant là tout seul. C'est original comme premier contact. J'espère que je suis pas tombé dans un traquenard. C'est la première fois que j'ai ce genre de rendez-vous sous un faux nom et tout ça. À parler du coup en russe, j'espère que je vais pas faire de trop grosses conneries et pas faire une faute de grammaire basique, quoique je mettrai ça sur le compte d'un rail de coq qui est mal passé. J'essaye de cacher un petit peu ma nervosité. Et puis, on va attendre que Andrei arrive et on va voir comment se passe le début. Et j'espère que de le voir arriver et de commencer à discuter avec lui, ça va me mettre un peu en confiance et me baisser un peu la pression. J'imagine que tu sirotes ton verre tranquillement. Ouais, le but c'est de le faire durer le plus longtemps et enfin pas forcément de le descendre. J'ai pas besoin que ça me donne du courage, je veux juste que ça me donne une excuse pour pas être suspect au milieu du bar, quoi. Au bout de quelques minutes où tu commences à sentir le temps un peu long, tu sens une main taper sur ton épaule. Tu vois donc un homme s'asseoir à côté de toi, ton contact. Donc l'homme que je te décrivais tout à l'heure, Andrei, il te fait un grand sourire, tape sur l'épaule. C'est toi, Orosevitch? Ante Rosevich, enchanté. Vous êtes Andrei? Tutoie-moi, t'emmerdes pas. Il te parle en russe quand il arrive et puis il te regarde un petit peu, puis il passe au croate direct. Croate, non, toi, non? Ouais. Je suis né à Rijeka. Ah, Rijeka, ok, d'accord. Ouais, je vois l'accent un petit peu, je reconnais. Zagreb. Et ça fait combien de temps que t'es parti là-bas? Oh, j'ai pas foutu les pieds au pays depuis... Je suis revenu après la guerre, en début 2000, et je suis pas revenu depuis. Ouais, chouette coin, mais ça me rappelle des seuls souvenirs. Tu sais ce que c'est, j'imagine. Ah ouais. Moi, j'ai aussi des bons souvenirs. Toute la famille, toujours un plaisir de retourner au pays pour ma part. La famille, hein, tu vas t'en coltiner une drôle de famille. T'es stressé? Non, ça va? Bah c'est con, tu devrais. Ah, Mais je te le dis, ces mecs c'est des malades et t'as pas le droit à l'erreur, alors fais gaffe. ok. Ils te regardent fixement comme ça. Mais non, mais je déconne, mec, t'es stress, tout va bien. Ah. Stress pas, on continue à parler entre nous en croate, les croates, il doit en avoir 2-3 dans le bar, ils comprennent rien ce qu'on leur dit. Et t'inquiète, pour l'instant ils sont pas là, tranquille, respire. Je serai pas loin, et tout ce que tu dois faire c'est ce qu'on te dit. Pas non plus la grosse joie, je t'ai calé, c'est l'initiation, et j'en sais pas plus. Parce que le seul truc qu'ils savent et le seul truc que je leur ai dit c'est que je connaissais un gars prometteur qui était intéressé, c'est tout. Ok, pour quel genre de taf est-ce que tu m'as pistonné? Pour quel genre de... T'es pas très expérimenté dans ce genre de truc toi, non? Non, mais enfin, je veux dire, je sais bien que il y a plein de choses à faire. Il y a certainement des gus qui sont spécialisés dans certains trucs. Je sais pas. Il claque des doigts en direction de la barmaid pendant que t'es en train de parler. Il te calcule à moitié en fait, genre ouais. Rena, tu mets de la rakija s'il te plaît. Tu laisses la bouteille. Tu connais ça ou pas? Non. Bon alors ça c'est serbe, alors je sais c'est pas bien.
Mais je peux t'assurer que t'auras pas peur en y allant. Ok. La femme qui l'appelle Rena se ramène avec une espèce d'alcool transparent. Il y a un fruit, tu sais pas si c'est un abricot, une pêche, de l'arbousier, tu sais pas ce que c'est qu'il y a sur l'étiquette. Elle le pose devant vous avec 2 verres. Elle les sert à ras-bord. Oh, santé. Et il trinque avec toi. Il enfile un coup sec. Je le passe sous mon nez d'abord. J'essaye de voir si c'est censé me défoncer. Ok. Ça pique grave les yeux. Je tente de le descendre. Au pire, j'ai l'air ridicule et je lui recrache au visage. Mais pour l'instant, il y a que nous, donc. Écoute, ça se passe pas trop mal. T'as l'impression d'être fait désinfecter intégralement le crâne, l'œsophage et l'estomac, mais bon, l'expérience était intéressante. Il y a un petit goût fruité qui s'en dégage, c'est pas non plus immonde, c'est juste que c'est très 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 fort. Ouais, c'est pour sceller un peu notre collaboration. Le genre de boulot que c'est, mon pote, personne sait. C'est jamais le même pour personne. Moi, c'était un truc, toi, ce sera un truc différent. On sait rien du tout. Ok, mec, je pensais que t'aurais une piste, mais pas de souci, pas de souci. C'est déjà cool. Attends-toi à faire peut-être un truc un peu dégueulasse, mais bon, tu t'y es préparé, j'imagine. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que tu bosses? Une petite dizaine d'années. Ouais, t'es encore un peu vert, quoi. Ouais, mais tu sais, en 10 ans, ça va. Je prends un peu confiance en moi. Et t'as vu des trucs un petit peu sur le terrain ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Je suis jamais trop rentré dans les trucs trop sales, mais forcément, j'ai croisé des saloperies, quoi. Il te resserre un verre. Une fois, j'ai vu un de ces mecs ouvrir en deux un bébé juste pour faire comprendre à une meuf qu'il fallait qu'elle paye. C'est ce genre de mec à qui tu vas avoir affaire ce soir. Ok. Je sais pas ce que t'as vécu, je sais pas ce que t'as vu dans ta vie. Et comme je t'ai dit, je m'y suis préparé. Pas de problème. Ah! Te tape sur l'épaule. T'es un bon petit, toi. Je suis pas sûr de m'enfiler son deuxième verre pour l'instant. Je le laisse poser sur la table. Ouais, compréhensible. J'ai toujours la gorge qui gratte à cause du premier. C'est vraiment des purs monstres, ces mecs. Fais attention à toi et j'espère qu'on va les faire tomber. Merci. Pas de quoi. Regarde l'heure sur sa montre. Je crois qu'ils doivent nous attendre. Je lui demande en me levant, et toi du coup, ça fait combien de temps que tu bosses avec eux? Oh, ça doit faire 8-9 ans. Je bossais pour d'autres employeurs avant. Mais tu dois les connaître, Sevenchenko. Ça te dit un truc? Vous marchez tous les deux jusqu'à arriver dehors. Je fais genre, j'ai toujours connu pour faire un peu le mec, mais en vrai, j'ai surtout découvert dans les dossiers que j'ai lus dans la journée, quoi. J'en avais marre de bosser pour des putains d'enculés qui vendent des gens. Il sort une clope, il te tend son paquet en... Hop. Moi, non merci, c'est bon. T'es vraiment un bon élève, toi. J'espère que ça va rester comme ça. Il s'allume sa clope. Et puis au final, j'ai commencé à bosser pour nos amis communs. Et je suis passé d'un enculé à un autre. Ça me fait sourire, mais du coup, ouais, je le relève pas, quoi. Ouais, c'est comme ça. Mais eux, là, vraiment, je pense que ça va gérer. T'as l'air costaud, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, t'as l'air sympa, mais te laisse pas avoir. C'est vraiment des putains de monstres. T'inquiète, ça me fait pas peur. Il y a une voiture noire qui sort des ténèbres au bout de la rue et qui s'arrête au niveau du lampadaire que je te décrivais tout à l'heure. Grande berline noire, teintée. Il y a une fenêtre qui se baisse, tu vois une main qui en sort, qui te fait signe d'approcher. Ok, je regarde du côté d'Andrei si c'est normal ou si ça n'a rien à voir avec lui. Et du coup, s'il me fait le moindre hochement de tête... C'est l'heure. Vous vous approchez tous les deux de la voiture du coup. Et au moment où André arrive à son tour au niveau de la voiture, la main lui fait signe de s'arrêter. Quand André s'arrête, il te regarde, il dit genre désolé, mais je crois que tu vas être tout seul sur ce coup-là. Et je lui dis, pas de soucis mec, toujours en croate. Il te répond en croate aussi et il te dit fais attention à toi. Il retourne vers le bar, te laissant seul face à la voiture en question. Tu entends le bruit au niveau de la porte arrière de la sécurité qui s'ouvre. J'attends 1-2 secondes, voir si rien ne bouge, et si rien ne bouge, j'ouvre la portière. Tu rentres donc à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture qui sent le neuf. Les sièges sont dans un cuir noir impeccable. Il y a entre l'arrière de la voiture et l'habitacle même où se trouve le conducteur, il y a une grille dont les maillons sont très très fins. Donc tu vois même pas le conducteur, tu devines une silhouette au volant. Quand tu rentres à l'intérieur, les portières se ferment. T'entends à nouveau le clic de la sécurité.
Et la voiture démarre. Il y a une lueur rougeâtre qui éclaire à l'intérieur, ce qui fait que tu y vois pas très bien. Et la voiture, elle plonge dans le noir. Il y a juste les phares qui déchirent l'obscurité. Tu crois reconnaître une zone résidentielle parce que tu passes au milieu d'immeubles et de petites maisons. T'arrives pas trop à voir où t'es exactement. Et puis, au bout de cette petite demi-heure de route, la voiture s'arrête le long d'une rue qui est déserte. Et sur le côté, au milieu de cette rue qui elle aussi est très mal éclairée, t'as un réverbère, presque à une centaine de mètres d'intervalle. Mais face à un de ces réverbères, pas loin de là où s'arrête la voiture, tu vois qu'il y a un immeuble un peu sinistre, 2-3 étages, entouré d'une enceinte en béton. T'entends la sécurité s'ouvrir et t'entends une voix en russe. Descends. Donc du coup, je descends sans parler. Quand tu descends sous le lampadaire, tu vois qu'il y a un homme, les bras croisés dans le dos. Tu ne saurais pas lui donner d'âge. Au fur et à mesure que tu t'approches de la voiture qui doit s'être arrêtée à une centaine de mètres de lui et qui, une fois que t'es descendu, trace dans le noir sans t'attendre. Tu t'approches et tu vois que cet homme, il a des traits que tu ne saurais pas définir. Il pourrait être vieux, il pourrait être jeune, tu sais pas. Il a des cheveux blancs qui sont peignés en arrière impeccablement. Il est habillé dans un costume blanc immaculé. Et il a des très grands yeux clairs, très expressifs. Et il a un sourire immaculé sur le visage et il t'attend sans bouger. Et quand tu t'arrêtes, j'imagine à quelques mètres de lui, il se contente de te sourire en regardant. Je tente un bonjour en russe, mais genre courtois avec un hochement de tête, en mode juste bonjour. Je sais pas qui est ce mec et je sais pas ce qu'il veut, mais peut-être que du coup ça va le déclencher juste de lui dire bonjour. Il hoche la tête sur le côté en continuant à te sourire et en te regardant fixement. Il dit, bonsoir, monsieur Rosevich. Et c'est là que tu comprends vraiment que tu es tout seul avec cet homme-là, parce qu'il y a vraiment un silence de mort entre chacun de ces mots. Il y a personne aux alentours. Tu entends toujours le son de la voiture qui est partie dans le noir super loin et que tu ne vois plus du tout. Et il y a l'air d'y avoir des gens qui vivent, mais qui bougent dans cet immeuble-là ou Honnêtement, tu vois pas un signe de vie. Ok. Il n'y a pas un bruit aux alentours. T'entends même pas des bruits de voiture. T'entends rien du tout. Ok. Rassurant. Du coup, l'homme relève la tête de l'autre côté. Il y a un ami commun qui nous a parlé de vous en bien, monsieur Rosevich. Et une merveilleuse opportunité va vous être confiée ce soir. Et nous serions ravis que vous en profitiez. Magnifique, monsieur. N'est-ce pas? Une toute petite tâche à accomplir et vous aurez toute notre attention. Les temps sont durs, monsieur Rosevich. Offrez-nous le meilleur de vous-même et notre famille fera de vous un de ses membres. Avec grand plaisir, monsieur. Voilà qui est très bon à entendre. Comme je disais, votre tâche est très simple. Il tend le doigt vers l'immeuble. Dans cet immeuble se trouve un appartement au 2e étage, le numéro 203. Dans cet appartement se trouve une mallette noire. Ramenez la mallette, monsieur Rosevich. C'est tout? Votre petit test implique vos capacités d'improvisation et d'observation. Vous donner trop de détails serait une insulte à ces mêmes capacités dont on nous a dit le plus grand bien. Bah écoutez, très bien, monsieur. Vous attendez ici? Je reviens vous la ramener. Il tend la main vers toi. Ouais. Votre portable, monsieur Rosevich. Ah, bien sûr. Je lui donne un des téléphones avec traceur que j'avais pris. Il le regarde, il le met dans sa poche. Je reste ici, je vous attends avec impatience. Très bien, à plus tard. Je vous ai pas demandé votre nom, monsieur. Vous n'avez pas besoin de le connaître, monsieur Rosevich. Très bien, à tout à l'heure. Alors que tu te diriges vers l'immeuble, Ouais. il y a un détail qui te frappe que pendant toute la conversation, tu avais peut-être un sentiment étrange. Ouais. Il a pas cligné des yeux une seule fois. Ok. Après, je me dis que si effectivement il parlait de sa famille, etc., je sais pas à quel point je vais avoir des échelons à gravir sur cette infiltration chez les Boudvagy, mais je me dis que si ça se trouve, j'ai eu de la chance de taper directement sur un mec qui est assez haut placé. Si ça se trouve, en plus d'être complètement ravagé dans sa tête, il est plein de Vejima et c'est pour ça qu'il a pas les yeux qui clignent. Donc je me dis, bof, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Je suis très très attentif par contre à ce qui se passe autour. C'est très dérangeant qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas signe de vie. Ça m'interpelle un petit peu plus que du coup un mec qui est probablement plein de drogue. Tu parcours donc l'enceinte de cette résidence. En fait, tu rentres sans trop de problèmes, le portail est ouvert et
Et bon, effectivement, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un signe de vie. Tu remarques qu'il n'y a même pas de voiture aux alentours de l'immeuble. C'est un immeuble résidentiel tout à fait normal, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose d'inhabituel, mais tu peux pas t'empêcher de te sentir oppressé, d'avoir la sensation qu'il y a une présence tout autour. Et pourtant, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien qui t'entoure, t'as même pas le son d'un chien qui aboie quelque part, même pas le son d'une voiture qui passe, vraiment rien du tout. De toute façon, là, je pars du principe que c'est une mise à l'épreuve, que c'est un test. Ça a l'air relativement bateau, ça a l'air mise en scène. Aller dans l'appartement X, récupérer une mallette, je m'attends à ce que ce soit plus ou moins une mise en scène, une embuscade, des mecs, des bouts de vagie qui soient là pour voir un petit peu comment je réagis sans que ce soit forcément létal. Mais par contre, du coup, pour pas rater le test, je suis vraiment à l'affût tout le temps comme si j'étais sur un ring, quoi. Je me dis que c'est vraiment un test, c'est vraiment genre des gens, bon, on me dit qu'ils sont ultra dangereux, etc. Mais je pense que c'est une soirée qui est non létale. Mais par contre, ils veulent voir si moi je tiens debout, s'ils me font peur. Donc let's go pour le train fantôme, il faut pas que je sursaute, quoi. Donc à l'affût, à regarder, essayer de regarder les moindres détails, à essayer de regarder si c'est un immeuble avec plusieurs appartements, est-ce qu'il y a du monde dans les appartements, des lumières, quelque chose qui bouge, pour savoir si ça doit venir de quelque part, d'où peut venir un potentiel danger, d'où peut venir un potentiel bruit. Est-ce que tu dirais que tu observes la situation? Ah bah complètement, oui. Et puis j'observe la situation chaque seconde un peu plus si je ne fais pas de 2 encore au dé. Je pense que c'est assez légitime que je t'offre un petit bonus de +1 à ce jet d'observer la situation. Cool. Avec mon +1 de perception, ça nous fait un +2, ce qui nous donne un 9. Ah, c'est bien dommage. Tu peux quand même me poser une question. Je ne vois vraiment du coup rien qui bouge, pas signe de vie, aucune lueur de télé dans aucun des appartements. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent là, quoi? Parce que sinon, si du coup je vois personne, j'en tirerai la conclusion que tout l'immeuble il est à la famille de fous. Et du coup, je m'attends à ce que tout soit du coup une mise en scène et qu'il y ait personne qui habite là et que tout soit en fait mon terrain de jeu et je m'attends à ce que le danger vienne de partout, quoi. Tu viens de me donner la conséquence de ratage de ton jet, donc merci beaucoup. Tu vois vraiment qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que tu rentres en fait dans l'immeuble et tu t'attends à ce que la porte d'entrée de l'immeuble elle soit fermée quand même, qu'il y ait de la résistance. Et en fait, non, pas du tout. La porte, t'as l'impression que le battant a été cassé ou que la fermeture automatique fonctionne plus. Donc tu rentres sans difficulté et tu rentres dans un immeuble qui est crasseux. C'est-à-dire que t'as des ordures de partout. C'est très mal éclairé, il y a encore l'électricité, t'as l'impression, parce que tu vois qu'il y a des spots au plafond et il y a une ampoule sur 2 qui grésille d'une lumière blanchâtre. Et le sol est pourri de crasse. Il y a des sacs poubelles éventrés un petit peu partout. Quand tu montes les escaliers, t'as des meubles défoncés qui empêchent de passer correctement. T'as limite l'impression, enfin, t'es persuadé que c'est abandonné. Et effectivement, t'entends pas un son et y a pas un signe de vie. Donc t'es sur ta certitude de je vois où est-ce qu'ils veulent m'emmener. Y a pas de souci, j'y vais. Je comptais du coup en montant les escaliers passer la tête dans le premier étage, peut-être me conforter dans l'idée, regarder que du coup tout était éteint, rien ne bougeait, il n'y avait aucun bruit qui venait du premier étage, arriver au deuxième, écouter un petit peu aux portes, continuer à regarder du coup où était l'embuscade parce que je m'attends vraiment à ce que ce soit un bout de vagie qui soit planqué quelque part pour me faire bouffe dans un coin de mur. Donc je regarde, j'écoute tout, je cherche si sur les portes il y a le 203 qui est écrit et je m'approche de cette porte-là. Y a pas un chat. Y a pas une respiration. Y a pas une respiration et quand tu arrives effectivement au deuxième étage qui du coup pour le coup est éclairé par une espèce de lueur jaune pisse vraiment immonde et grésillante. Tu arrives lentement au numéro 203 et tu t'as passé quelques minutes quand même à monter en étant le plus prudent possible et tu n'as entendu et vu personne. T'as vraiment l'impression d'être dans un immeuble abandonné totalement. Ils ont sûrement centralisé le piège sur l'appartement 203, que la porte est sans doute piégée ou une connerie comme ça, donc si j'arrive face à la porte, j'essaye de voir s'il n'y a pas
une saloperie, un mécanisme, un fil qui traîne, et je regarde si la porte est verrouillée, toujours en étant le plus discret possible. Je me dis que certainement ils m'attendent à l'intérieur et que si j'arrive à déjà me débarrasser du piège de la porte discrètement, je vais pouvoir aller me confronter à potentiellement les 2 mecs qui m'attendent dans le salon, quoi. Sors la porte et en fait tu vois qu'elle est juste légèrement entrouverte. Déjà, je regarde par l'ouverture ce que je vois à l'intérieur, toujours en écoutant que ça me fonce pas dans le cul. Et si effectivement je vois rien de spécial, j'entrouvre la porte assez grand pour pouvoir passer en essayant de pas la faire grincer. Quand tu regardes dans l'interstice, tu vois qu'il y a une lueur rougeâtre qui émane de l'appartement. Tu regardes un petit peu, t'as du mal à voir, mais t'as l'impression que vraiment en désordre dans l'appartement. C'est la seule chose que tu discernes vraiment, t'arrives pas à repérer les choses. T'as pas l'impression qu'il y a une présence ou quoi que ce soit, tu ouvres la porte. Tu pénètres donc dans cet appartement qui est éclairé par une lumière rougeâtre d'où tu saurais pas déterminer la provenance. Peut-être de l'extérieur, mais de où exactement? Tu te rappelles pas avoir vu une enseigne ou quelque chose, mais vraiment cette lueur rougeâtre qui t'empêche de voir correctement. Du coup, il te faut un petit moment pour t'habituer. Et quand tu rentres, tu marches sur un véritable dépotoir, en fait. C'est-à-dire que dès l'entrée, tu es obligé d'enjamber des chaises et des meubles qui sont fracassés en morceaux. Tu fais quelques pas. L'intégralité de ce qui était dans l'appartement est au sol. Et dans un studio, en fait, donc tu vois les restes d'un lit, un frigo, une porte qui donne sur une salle de bain. Mais les meubles ont tous été fracassés. Le frigo est ouvert, t'as l'impression qu'il vomit l'intégralité de ce qu'il y avait à l'intérieur au sol. La porte de la salle de bain est ouverte et t'as des déchets qui partent de la salle de bain pour vomir au sol. Et en fait, tout ce chaos, tout ce qu'il y avait sur l'appartement forme une espèce de couche mélangée d'ordures, de paperasse, d'objets personnels qui sont à terre et qui forment une sorte de cercle. Et au centre de ce cercle, il y a une espèce de pilier qui était fait c'est des ordures entassées avec du papier journal, des détritus, des fruits qui pourris. Le seul objet qui te frappe comme étant rangé, c'est à l'entrée, t'as une espèce de petit dépose-clé. Et sur ce guéridon, il y a une photo encadrée. Tu jettes un petit œil dessus, tu vois que c'est un jeune couple. Il y a un homme, cheveux longs, noirs, attaché en chignon à l'arrière de la tête, et une femme plus petite que lui, blonde, tous les deux souriants, qui regardent vers l'objectif. Tout autour, t'as ce bordel. T'es agressé par une odeur de moisissure, en fait, profonde. Comme si ça faisait longtemps que c'était comme ça et que tout avait macéré. T'as vraiment tout, t'as des sacs poubelles éventrés, tu vois qu'il y a des ordures, il y a des mouches qui volent un petit peu partout. Mon premier problème, c'est que je m'attendais à ce que ce soit vraiment une mise en scène, un espèce de piège avec 2 Serbes qui m'attendaient pour la bagarre pour regarder si je savais encaisser des coups à l'intérieur. C'est pas le cas, il y a toujours personne. Et apparemment, il semblerait que je ne vais croiser personne, ou alors ils m'attendent sur le retour, il va falloir que je me faufile. Et je me demande si vraiment il y a quelque chose à récupérer ici. Pourquoi ils m'ont fait venir jusque-là pour récupérer une mallette alors que tout a déjà été démoli dans l'appartement? En quoi va consister vraiment la mise à l'épreuve, quoi? Donc toujours très dans l'observation, pas toujours fructueux apparemment, mais j'essaye de regarder quel est le piège et de chercher des yeux du coup cette fameuse mallette. On va quand même te faire un petit jet de chercher des indices. Des 10 plus logique. Je fais 15. Donc tu vas me jeter un premier dé à 10 faces. 5. T'es en train de taper un petit peu dans les ordures. Et en fait, à un moment, tu pousses un tas de paperasse et un sac poubelle. Et tu vois qu'il y a du sang. Et tu vois que ça mène à un tas d'ordures un petit peu plus gros que les autres. Comme t'as un vrai amoncellement, c'est quasi impossible de voir ce qu'il y a dessous. Est-ce que tu regardes ce qu'il y a en dessous? Je m'attends à trouver potentiellement un des 2 que j'ai vu sur la photo à l'entrée. Disons que si ce n'est que ça me rassurerait. Du coup, effectivement, tu t'approches du tas d'ordures que tu commences un petit peu à écarter. T'es assailli par une odeur de putréfaction qui t'arrive direct au visage. Et tu dégages les ordures pour tomber sur le visage d'une femme, ou plutôt ce qu'il en reste. Sa mâchoire inférieure a quasiment été arrachée du reste de la tête.
jusqu'à lui laisser une espèce de sourire un petit peu immonde avec sa mâchoire qui est de travers. Sa langue pend sur le reste de son corps. T'es pas expert en médecine légale, mais d'après l'odeur qui te prend aux narines et qui commence à te retourner l'estomac et l'état du corps, tu penses que ça fait bien quelques semaines qu'elle est là. Finalement, c'est peut-être même le plus rassurant que je pouvais trouver. Il n'y a rien d'inexplicable. Enfin voilà, c'est des gros bâtards. Ils l'ont dégommé potentiellement sur place. Moi, il faut que je trouve une mallette. Je vais me jeter un deuxième dé à 10 faces, s'il te plaît. 1. Tu tombes un petit peu plus loin sur un stack en papier craft. T'as l'habitude de voir ces enveloppes parce que tu les as vues sur le terrain plusieurs fois. C'est des enveloppes qui contiennent de la Vejima. Tu vois qu'il a été éventré et qu'il n'en reste plus beaucoup à l'intérieur. Et surtout, quand tu jettes un œil aux alentours, tu fais le lien directement. Tu vois qu'il y a plein de seringues vides, jetées un peu partout dans la pièce. Et tu finis par poser la main sur la poignée de cette mallette. En bonus de tout ce que tu viens de trouver, tu peux, si tu le désires, me poser 2 questions sur ce que tu vois dans l'appartement, si tu en as. Et qu'est-ce que ça m'évoque du coup, cette espèce de mise en scène bizarre en cercle avec le pylône, avec tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut me parler? Est-ce que c'est quelque chose que je peux interpréter? Ou est-ce que vraiment je comprends rien à ce que je vois? Tu te retrouves avec la mallette que tu viens de récupérer dans la main. Tu regardes tout autour de toi, tu vois cette espèce de décor qui a finalement une apparence presque rituelle. Tu sais pas pourquoi, mais tu te rappelles de ton rêve. Ok. Deuxième question. En gardant du coup tout ce que je te disais sur l'interprétation de c'est la mise en scène, pour moi il allait y avoir une mise à l'épreuve. Maintenant que j'ai la main sur la mallette et que j'ai l'impression que plus de la moitié de la tâche a été accomplie, est-ce que j'ai une intuition de ok, c'est quoi finalement ce test? Parce que jusque-là c'était relativement facile. Est-ce que ça me déstabilise ou est-ce que je me dis que je crois toujours que ça va être des Serbes qui vont m'attendre dans la cage d'escalier en descendant et que c'est que ça le test, quoi. En fouillant et tout ça, t'as commencé à capter que ça fait clairement des semaines que c'est là. Ça n'a pas été préparé pour toi. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que tu t'es préparé à une embuscade, tu t'es préparé à être attaqué, ou à ce qu'on te demande de tuer quelqu'un, ou... Là, t'es sur cette espèce de scène de crime bizarre, avec une espèce de mise en scène presque religieuse, qui te donne une très mauvaise sensation, qui te rappelle vraiment beaucoup le rêve que t'as fait l'année dernière, et t'arrives pas à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et t'entends un cliquetis. Comme les rouages d'une horloge qui tourne. Ça viendrait pas de la mallette? Ça vient pas de la mallette, que tu sens bien lourde dans ta main. En fait, dans cet appartement, il y a une armoire qui est posée contre un mur. Et cette armoire, elle est ouverte comme le reste du mobilier de l'appartement, elle dégueule de paperasse. Tu l'avais pas remarqué jusqu'à présent parce que tu étais concentré sur ta recherche, mais ce cliquetis, il vient de cette armoire. Bah si c'est juste à côté, je garde la mallette dans la main, j'essaye de voir d'où vient ce bruit dans l'idée de ok, bah peut-être que le piège il est là, je fais attention à ce que ça me pète pas la gueule, bah peut-être qu'il va falloir réagir et que c'est pour ça qu'ils m'ont amené ici. C'est pas juste parce que y a un cadavre qui se décompose depuis quelques semaines. Ça, à la limite, je pense qu'ils le gardent pour les petites frappes. J'ai eu l'impression d'être en contact avec quelqu'un qui était suffisamment déjanté pour pas avoir à me faire gravir le premier échelon d'homme de main, quoi. Donc du coup, où est le piège? Et est-ce que c'est ça? Et sans me mettre en danger, j'essaye de regarder et si ça peut être ça la mise à l'épreuve, en me disant que si ça part en couille, je peux toujours me barrer le plus vite possible de cet appart, quoi. Tu t'approches de l'armoire, du coup. Ce cliquetis se fait de plus en plus insistant. T'as l'impression qu'il est un petit peu calfeutré, en fait. Il est pas clair. Il vient pas forcément de l'armoire, mais c'est un peu comme s'il venait de l'intérieur, pour fur et à mesure que tu t'approches. Peut-être de derrière l'armoire. Tu déblayes un petit peu les merdes qu'il y a dedans. Ça te prend moins d'une dizaine de secondes, sans problème. T'entends ce cliquetis. Il vient vraiment de derrière l'armoire. J'essaye de voir déjà en déblayant si c'est pas un truc qui est planqué au fond de l'armoire. Et s'il y a rien d'autre, je tire l'armoire et je passe la tête pour regarder derrière si je vois de la lumière. Tu vois rien dans l'armoire. En fait, en tapant un petit peu, t'entends que c'est creux derrière. Et le cliquetis, il est toujours plus insistant. Tu pousses l'armoire sur le côté, juste assez pour laisser, disons, un bon gros mètre. Il y a une ouverture derrière l'armoire. Mais ça ouvre pas sur un appartement. Quand tu
regardes de l'autre côté de cette ouverture, tu vois qu'il y a une obscurité très profonde. Et maintenant, tu l'entends clairement, le cliquetis comme une machine. Tu vois des marches qui partent du sol de l'appartement et qui s'enfoncent dans le noir. Instantanément, ce que tu te dis, c'est que c'est impossible. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'inclinaison de cette espèce d'escalier de pierre brute qui s'enfonce dans le noir, et vu comment est foutu l'immeuble, comment est foutu l'appartement, vu où c'est placé, il devrait pas être là, cet escalier. Mais il est là. Là, je commence à me dire que, ok, ça peut être très dangereux et que ce serait bien de juste ramener la mallette. J'ai le sentiment que c'est la panique, que là, c'est trop tard et que, ok, je crois avoir enfin compris pourquoi il voulait pas monter dans cet appart et je l'explique pas, mais je pense qu'il faut se barrer vite et silencieusement. Sauf qu'au moment où tu te dis ça, t'entends une voix en bas de l'escalier. T'entends un rire, en fait. Ce rire, il continue de plus en plus fort. Tu comprends qu'il s'approche. T'entends des pas. J'essaie de reculer toujours en regardant. Je vais te demander de me faire un jet d'agir sous la pression, s'il te plaît. 2d10 plus 2. 10. Tu pensais réagir beaucoup plus vite, mais t'es un petit peu tétanisé par la peur. Et tu vois que des ténèbres émerge un homme qui arrive en courant vers toi. T'as à peine le temps de voir cet homme arriver sur toi, de voir ses cheveux longs et noirs, son visage hirsute, sa peau mate, et ses yeux révulsés qui brillent un peu dans le noir. Cet homme qui est couvert de sang séché, qui a un grand sourire sur le visage, de te rendre compte qu'il s'agit de l'homme que tu as vu sur la photo à l'entrée, qu'il est déjà sur toi. Il a aussi un couteau dans la main droite, il a vraiment pas très envie de discuter puisqu'il est toujours en train de hurler de rire en fondant sur toi. Dans l'idée, j'essaie toujours de me barrer en me disant que il y a peut-être une explication rationnelle à tout ça, mais que je l'ai pas pour l'instant et que c'est pas important, juste que ok, du coup c'est le danger. Si vraiment il est trop proche et que j'arrive pas à me barrer, il a beau avoir un couteau, normalement je pense être capable d'esquiver son coup de lame, mais de lui mettre un grand coup de phalange dans le nez, histoire de gagner du temps pour sortir de cet appartement, fermer la porte derrière moi et descendre l'escalier, et cette fois-ci sans penser qu'il y a des Serbes qui m'attendent. T'essaies de reculer rapidement. Je vais te demander de me refaire un jet d'agir sous la pression, s'il te plaît. 11. En fait, tu te prends les pieds dans les ordures, tu commences vraiment à sentir la panique monter. T'avais pas forcément anticipé qu'un taré de ce type-là allait te tomber dessus. Il est à moins d'1 mètre de toi, en fait, il est vraiment dans l'appartement, en train de sourire. Couteau en main, je t'autorise quelques secondes pour me faire un jet de engager le combat. L'objectif, c'est de lui mettre un grand coup en travers de la gueule, et je fais 15. Vraiment, le but, c'était de lui mettre le taquet le plus rapide possible pour le plus central possible dans son visage dégueulasse. Tu lui balances un énorme crochet dans la mâchoire au moment où il s'apprête à planter son couteau dans ta jugulaire. Il se le prend. Il éclate de rire. Il a perdu une ou deux dents qui recrachent au sol. Quand il relève le visage vers toi, il est tout édenté. J'espérais que ça allait me faire gagner du temps pour pouvoir faire quelques pas de plus vers la porte. J'ai toujours la mallette du coup dans la main gauche. S'il essaye de me planter avec son couteau, j'essaierai de parer avec... qu'il mette un coup de couteau dans la mallette plutôt que dans mon thorax. Si on part du principe que ta priorité c'est de fuir, on va refaire un jet d'agir sous la pression. 8. T'es un peu dans l'élan de ton coup de poing et en fait il t'attrape la main. Et il s'apprête à te poignarder. Tu vas me faire un jet de éviter les dégâts. 8. T'es vraiment déstabilisé, ton plan de fuir ne marche pas du tout. Il prend un grand élan en gardant ta main droite dans sa main gauche et il te plante son couteau dans l'épaule en continuant à te rire à la gueule. T'as vraiment son visage qui est à 2 doigts du tien. Et tu vas me faire un jet de encaisser les blessures avec un malus de -2 s'il te plaît. Ça nous fait donc encore 8. Tu sens le couteau s'enfoncer dans ton épaule. Il le tourne. Coche-moi une blessure critique, s'il te plaît. Du coup, j'ai le sentiment que je vais pas pouvoir m'échapper. Bon, peu importe, mais il m'a visé quelle épaule, ce gros bâtard? Épaule droite. Je tenais la mallette de la main gauche. Je lâche la mallette
et je me défoule sur son visage de tous les coups de poing possibles pour que je pense que s'il arrête de bouger, à force de coups de poing, là, je pourrais quitter l'appartement. Ok, très bien. On refait un petit jet de combat, s'il te plaît. N'oublie pas que tu as un malus de -1 à ton jet à cause de ta blessure. 19. Il est coincé, en fait. Donc tu lui exploses ce qui reste de son visage à coups de poing pendant qu'il hurle de rire. Continue à rire pendant tout le long, en fait. Et au fur et à mesure, ça devient des borborings, et puis il finit par lâcher le couteau, en fait, qui reste planté dans ton épaule droite. Je m'assure jusqu'à 5 ou 6 coups après qu'il ait arrêté de faire des bruits. Je continue à me démolir les phalanges de la main gauche sur ce qui lui reste de crâne. Et du coup, je me dis que, ok, le test est sans doute fini. Je garde mon couteau bien planté dans l'épaule. Je ramasse la mallette avec ce qui me reste de main gauche. Et je me casse de cet appartement de merde. Tu m'as quand même décrit le fait que tu t'acharnais un petit peu sur lui. Je veux bien que tu me fasses un jeu de garder le contrôle, s'il te plaît. 6. Et puis en fait, il commence à lâcher le couteau, mais tu t'arrêtes pas de le frapper, et tu le chopes, et tu continues à le frapper au sol encore, et encore, et encore, et encore. Tu tapes plus sur rien, tu tapes sur le sol. Et au moment où tu sors de cette espèce de torpeur, tu vois qu'en fait, tu t'es complètement ruiné les phalanges à même le sol. T'entends toujours le cliquetis depuis tout à l'heure qui émerge de l'escalier. T'entends une voix qui émerge de l'escalier et qui te dit « C'est bien, tu vas m'ôter un petit point de stabilité, s'il te plaît. Je suis secoué. Je suis en stress sérieux. » Et j'estime que du coup, vu que tu es en stress sérieux, ta première réaction une fois que t'as entendu cette voix venant de l'escalier, c'est que tu prends la mallette et tu t'étales. Oui. T'arrives en courant en sortant de l'immeuble. L'homme en costume blanc est toujours sous le lampadaire là où tu l'as laissé. Donc l'homme te voit arriver, toujours le même sourire et le même regard, au fond de la tête. J'ose croire que votre test s'est bien déroulé. Ça va. J'aurais aimé ne pas me faire surprendre, mais voilà la mallette. Il l'ouvre, tu vois pas ce qu'il y a dedans du tout. Il regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, puis enfin, vous avez su faire preuve d'initiative à ce que je vois. Vous m'avez l'air d'avoir eu maille à partir, si je puis me permettre. Je réponds pas parce qu'en vrai, je me sens merdeux. J'ai une lame plantée dans l'épaule. Je me dis que si ça se trouve, je pourrais plus bouger le bras comme avant et que pour moi, c'est pas une franche réussite. Donc, je me sens couillon. Lui, ça a l'air de lui convenir. Donc, je le laisse parler et s'il est content, tant mieux pour lui. Moi, je vais juste qu'on finisse notre business sans que je perde trop la face, même si je me sens déjà pas mal merdeux, et que je puisse me barrer et aller à un hôpital assez rapidement. Et j'espère avoir fait suffisamment le taf pour ce soir, quoi. J'espère qu'il n'y avait pas un acte 2 dans sa tête. L'homme en costume tape à la porte de la voiture. Il y a la fenêtre côté passager avant qui s'ouvre. Il dépose la mallette, la fenêtre se referme. Il continue à te regarder en souriant. Il te tend ton portable. Votre téléphone. Nous resterons en contact. Vous êtes un guerrier, monsieur Rosevich. J'hoche la tête, mais je lui parle pas. Dans la guerre qui s'apprête à se déclarer, nous avons besoin de guerriers comme vous. J'ose croire que votre entrevue n'aura pas été trop désagréable. Le chauffeur vous laissera à un hôpital. Ok, merci, et je lui dis bonne soirée, monsieur. Il t'ouvre la portière. Ok, je m'assois. T'es en train de t'asseoir dans la voiture, il est toujours à l'entrée, puis il se penche vers toi. Et il te dit « Sachez que votre sacrifice sera jugé à sa juste valeur. Mon employeur vous en sera très reconnaissant. » Et il ferme la portière. De quel sacrifice il parle? C'est la question que j'ai en tête. Il me parle de sacrifice, tout ça. Peut-être que pour lui, le sacrifice, c'était de démolir l'autre junkie. Quoi qu'il en soit, je sais pas trop ce qu'il veut dire par sacrifice, mais il a l'air content. Et puis moi, j'ai hâte que cette soirée se termine après 4 heures aux urgences. On va ellipser un petit peu. La voiture te dépose à un hôpital non loin du centre-ville avant de repartir dans les ténèbres. T'es pris en charge assez rapidement parce qu'effectivement tu débarques aux urgences avec un couteau dans l'épaule.
Pendant que quelques heures plus tard, une infirmière est en train de te recoudre après que tu aies vu un médecin qui t'explique que par une espèce de coup de chance incroyable, aucun de tes nerfs n'a été touché et tu vas garder l'usage de ton bras, mais il faudra éviter de aller dans n'importe quel réel obscur pendant les quelques mois qui viennent. L'adrénaline est en train de retomber. T'as une infirmière qui est en train de te recoudre en silence. À quoi tu penses pendant qu'elle te recoud? J'ai eu pendant un moment le sentiment d'avoir foiré ma soirée et de m'être ridiculisé avec mon bras tout pété, voire d'en perdre totalement l'usage pendant tout le trajet en voiture et pendant mon temps d'attente. J'arrivais plus à bouger les doigts de ma main et je pensais que ce serait permanent. Donc en vrai, c'est un soulagement. Il y a tous ces trucs bizarres là qui arrivent et que j'arrive pas trop à expliquer. La Vegima, je sais pas exactement comment ça agit, tout ça. Je me dis, il y en avait tellement partout. Ce junkie là qui était en plein milieu, que si ça se trouve, il y en avait dans l'air et que c'est pour ça que j'ai vu des trucs. Enfin, j'essaye de rationaliser. Bon, j'ai vu des trucs que j'explique pas, mais peut-être que ça a un rapport avec le fait que j'ai inhalé de la drogue sans trop savoir. Je mets toujours aussi les cauchemars, le fait que j'explique pas tout ça, peut-être que je me fais un peu trop et que du coup c'était vraiment une grosse étape à franchir et que du coup peut-être que toute cette pression que je me mets c'est mon mécanisme de défense. Peut-être qu'en fait les choses vont rentrer dans l'ordre et que maintenant que ça apparemment j'ai passé le premier test et que on va pouvoir commencer à voir comment ça se passe avec les bouts de Vagi, bah en vrai, ça devrait commencer à se calmer et je devrais commencer à acquérir une certaine routine. Et puis peut-être que du coup, le stress va pouvoir un peu redescendre. Peut-être qu'avec un peu de chance, les cauchemars vont se calmer. On verra comment ça va se passer, mais ça devrait peut-être potentiellement aller mieux et je vais pouvoir commencer à bosser sur cette grosse affaire, la première grosse affaire de ma vie, quoi. T'as toujours le portable que tu avais donné à l'homme en costume dans ta poche intérieure et tu sens qu'il vibre. Il y a un moment de silence avec un petit son de friture. Tu t'entends une voix féminine. Monsieur Urosevich, je tenais à vous remercier personnellement de nous avoir ramené cette mallette. Les documents qui sont à l'intérieur nous seront très utiles pour les mois à venir. Je lui bafouille un truc en russe du genre honoré que ça vous est convenu en mode petit homme de main bien docile, voilà. Nous avons besoin de personnes comme vous, des personnes capables, des hommes capables de tenir face à l'adversité. Est-ce que vous vous sentez capable de tenir face à l'adversité? Oui. Très bien. Vos actions ont été remarquées et remarquables, si je puis me le permettre. Nous resterons en contact. Vous pouvez m'appeler Sofia. D'accord. Bonne soirée, monsieur Urosevich. Bonne soirée, Sofia. Clic. Tu réalises à ce moment, après avoir passé une après-midi entière à éplucher des dossiers, que la personne que tu avais au bout du fil à l'instant n'est autre que Sofia Budvaji, fille du patriarche de la famille Budvaji, une des personnes les plus hautes placées de la famille. J'essaye de me dire que si ça se trouve, il faut pas que je m'enflamme et que bon, il y a peut-être une autre Sofia qui a un échelon en dessous et que du coup j'attendrai la prochaine conversation pour être sûr que c'est la Sofia. Mais en l'occurrence, ça me conforte dans l'idée que j'avais avec le mec sous le lampadaire de ok, je suis peut-être pas rentré du coup sous l'échelon le plus bas et avoir rencontré l'autre junkie et en ressortir avec cette blessure-là, si c'est pour vraiment avoir la Sofia au téléphone le soir même, c'est que ok, ça commence bien du coup. Et je pense que c'est sur cette réflexion et sur ce moment qu'on va s'éloigner tout doucement de Hanté qui termine de se faire recoudre dans l'hôpital et qu'on va arrêter notre aventure de ce soir. Vous venez d'écouter le 8e et dernier épisode de la première saison de Néant et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue, écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lilienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris.
Ciaris joue aussi le rôle de Ante Posavets, avec Jericho en maître de jeu. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un épisode bonus qui permettra de faire le lien entre la première partie de cette campagne, opérée en solitaire pour chacun de nos protagonistes, et sa seconde partie, où les trajectoires de ces 4 individus entreront en collision. Merci de tout cœur de nous avoir suivis tout au long de cette première partie d'un projet qui nous tient très à cœur. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.